les amis, bienvenue dans Radio Folklore. Nous sommes à Binche, au musée international du carnaval et du masque, en présence de madame la directrice Clémence Mathieu. Bonjour. Bonjour. Un grand merci en tout cas de nous avoir reçus dans ce lieu qui est magique, qui montre bien le carnaval en tant que tel, mais pas que le carnaval de Binche. On est dans un musée, ici, qui a la particularité de pouvoir montrer toutes sortes de masques qui n'ont rien à voir avec la région aussi. Exactement. Donc, pouvez-vous un peu nous parler de ce musée? Comment est venue l'idée de faire le musée? Eh bien, c'est un musée qui a ouvert ses portes en 1975 à l'initiative de Samuel Glotz. C'est un historien local binchois. Et à la base, il voulait faire un musée sur le carnaval de Binche. Mais très vite, donc dans les années 50, en fait, quand cette idée lui est apparue, il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant de faire un musée sur les traditions masquées du monde entier. Parce que le carnaval est un rituel masqué, au même titre qu'un rituel africain, asiatique, américain. Et donc c'est vraiment la spécificité de notre musée, c'est qu'on considère le carnaval sur le même plan qu'un rituel masqué tout à fait traditionnel, si je peux dire. Et donc on a en fait aujourd'hui plus de 11 000 pièces dans nos collections qui sont des masques et des costumes du monde entier, et avec une collection évidemment extraordinaire de carnaval, de costumes de carnaval européens, belges, et évidemment une collection particulière sur le carnaval de Binche. Donc vous avez une collection internationale qui est surprenante, qu'il faut absolument venir voir. Vous avez une collection, donc certainement, vous avez des gens du monde entier qui viennent voir ça. Est-ce que quand ils viennent chez vous, ils connaissent le Gilles ou pas? En général, pas. S'ils viennent vraiment de très loin dans le monde, ça dépend en fait. Soit ils le connaissent et donc ils viennent au musée pour en apprendre plus, soit ils ne le connaissent pas et ils le découvrent ici. Donc c'est un peu, on a de tout. Mais le phénomène UNESCO, donc le carnaval de Binche est reconnu comme patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2003. Donc le phénomène UNESCO a évidemment fait que le carnaval de Binche a pris une ampleur mondiale et donc est reconnu mondialement. Et il y a quand même pas mal de gens à l'heure actuelle qui connaissent le carnaval de Binche ou qui en ont vaguement entendu parler. Maintenant, en général, ils ne connaissent pas l'histoire à proprement parler du Gilles, comment le costume de Gilles s'est formé, etc. Et donc c'est évidemment ce qu'on explique dans ce musée. Les gens connaissent beaucoup plus la guindaille. On est bien d'accord. Hein? Quand on prend le tambour ou la caisse à 2 heures au matin, qu'on se dit allez c'est parti, on va faire le ramassage, hop, on démarre de la gare. Hein? Là on se dit ben voilà, on fait la guindaille. Mais donc ce n'est pas que la guindaille. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'histoire du Gilles en soi? Depuis quand est apparu le premier Gilles? Car je pense savoir, d'après les informations que j'ai eues en allant voir les louageurs, il n'y a pas qu'un louageur, je le dis pour tous ceux qui pensent que je ne suis allé que chez monsieur Kirsten. Ben voilà, j'ai fait un louageur, j'en referai un autre après la session Covid, hein, bien sûr, voir comment la température se passe. Donc ne vous tracassez pas, on ne les oubliera pas, je vous le promets. Donc voilà, le costume du Gilles, pour la petite info, M. Kirsten m'avait expliqué que c'était lui, du moins pour lui. Son arrière-grand-père tenait un cabaret et un jour il s'est pris la tête, peut-être comme ça, avec un louageur, hein, avec un de ses louageurs. Donc il y avait déjà, début 1900, il y avait déjà des louageurs qui existaient. Et il m'a expliqué que, bon, ben, pour finir, étant tailleur, hein, de famille de tailleurs, ben, c'était pas difficile de faire un costume de Gilles. Chez vous, on dit des costumes. Donc il a mis son costume, il l'a exposé dans son cabaret, Et je pense toujours que le cabaret est toujours sur la place. Je ne sais pas si ça porte le même nom, mais je pense que... Le local y est, en tout cas. Le local y est. Et donc chez eux, c'est arrivé un peu comme ça. Mais ça, c'est début 1900. Le Gilles
que l'on connaît maintenant, il est encore plus vieux que ça. Encore plus ancien, ça c'est sûr. Ça remonte à quoi? Le Moyen-Âge? Encore plus loin. Encore plus loin que le Moyen-Âge. Info folklore, le Gilles est encore plus vieux que le Moyen-Âge. Alors maintenant on va le savoir. Alors c'est ça qui est intéressant, vous disiez folklore, rituel. Eh bien en effet, quand on parle du carnaval, on pense souvent « Ah, c'est du folklore, on s'amuse, on boit ». Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Il y a évidemment ça, mais il y a beaucoup plus que ça. Le carnaval, c'est un rituel païen qui prend ses racines à l'Antiquité gréco-latine. Donc vous voyez, ça remonte vraiment très très loin. Et en fait, c'est une espèce de communauté culturelle dans toute l'Europe, où on avait des festivals à l'Antiquité, où on voyait des inversions de rôles, des comportements parfois où on se permettait en fait des choses qu'on ne se permet pas en temps normal, d'une part, et d'autre part des comportements rituels qui servaient à marquer la fin des saisons, donc le cycle des saisons, pardon, donc le passage entre l'hiver, le printemps. Le fait de chasser l'hiver. Et c'est là que le Gilles apparaît. Et en fait, le Gilles, on pense, en tout cas le personnage global du rituel, il apparaît à Binche au moment où la cité se forme, on pense, au XIIe siècle. Donc on sait que la ville de Binche prend sa forme avec ses remparts au XIIe siècle, et on pense que le carnaval à Binche est au moins aussi ancien que la cité. Donc il apparaît un peu après malheureusement, on chasse l'hiver, on chasse les mauvais esprits. C'est ça. C'est un peu comme nous dans notre Sambre-et-Meuse, on marche, on fait les tours de village qui à l'époque étaient des tours de prière, parce qu'il y avait la peste, parce qu'il y avait une épidémie, une pandémie, des petits-enfants qui tombaient fort malades. Des fois, il n'y avait que les enfants qui étaient touchés. Du coup, moi je viens d'une paroisse qui est Saint-Guilain, à Gerpine-Flache, et c'était le saint protecteur des enfants. On le remercie d'ailleurs, hein. Sinon je ne serais pas là. Mais donc voilà, ça a un rapport aussi qui est dans le sens religieux. Voilà, c'est ça. Donc, religieux. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, ce sont les prêtres du carnaval. Voilà, ce sont les prêtres du carnaval, et donc c'est un personnage à l'origine qui est païen, qui est rural. C'est-à-dire le Gilles, il est bourré de paille, c'est la paille qui symbolise la récolte de l'année précédente. Il martèle le sol de ses sabots pour réveiller la terre. Il a une ceinture de cloches avec lesquelles il fait du bruit. Que l'on appelle la pertintaille. La pertintaille. Et alors ce qui se passe, c'est qu'en fait la plus ancienne mention d'un Gilles à Binche apparaît dans les archives communales en 1795, où on a la mention d'un certain François Gaillard qui rentre dans un conseil communal en habit de Gilles. Donc ça, c'est la plus ancienne mention. Et donc, à un moment donné, sur le personnage rural, vient se surimposer la figure du Gilles, qui est en fait, tenez-vous bien, un personnage de la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte, c'est un théâtre de tréteaux italien, donc de tréteaux, c'est-à-dire qui voyageait à travers ambulant, à travers toute l'Europe, et les personnages les plus connus qui ont versé de la Commedia dell'arte dans le carnaval sont Pierrot et Arlequin. C'était des fous, des amis. C'est d'ailleurs, Pierrot et Arlequin sont d'ailleurs des sociétés du carnaval présentes à Binche. À Binche, tout à fait. Donc on les voit ici un peu derrière, mais au fur et à mesure du temps, ça a un peu évolué, quoi. Voilà. Donc voilà, et je pense aussi à l'ambulant. Donc l'ambulant, c'est aussi le titre d'une... je ne sais pas comment on dit à Binche, une marche jouée au Gilles ou un air. Oui, un air de carnaval. Un air de carnaval. Ils vont me tuer, c'est un air de carnaval. Kevin, voyons quand même. Donc, voilà, donc il y avait déjà ça, il y avait l'ambulant. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à voir en corrélation avec le Gilles, avec le paysan? Oui, alors en fait c'est ça que je suis en train de vous expliquer, c'est le déroulement du costume qui est très complexe dans le temps, c'est-à-dire que donc vers le probablement 17e, 18e siècle, on a ce personnage du Gilles qui se surimpose au personnage rural qui célébrait déjà la fin de l'hiver et le début du printemps à Binche, et donc le costume prend sa forme avec probablement un costume assez simple à l'origine, juste en toile de lin avec une collerette, d'accord ? Et c'est seulement au 19e siècle
que le personnage va se fixer tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire les éléments de feutrine, noir, jaune et rouge, avec les lions, les étoiles qui sont fixés sur le costume, datent probablement d'après 1830. Pourquoi? Parce qu'en 1830, la Belgique se forme comme pays. On a les couleurs du drapeau belge, noir, jaune, rouge, et sur le blason de la Belgique se trouvent les lions. Pour la petite histoire, 1830, place des Martyrs, Jean à la jambe de bois, dernier combat à Bruxelles, et on chasse les troupes hollandaises, si je me souviens bien, on chasse les troupes hollandaises dans le parc de Bruxelles, et on reprend cette place qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un cimetière gigantesque, mais bon, qui est magnifique. Là, c'est la place des Martyrs. Tous ceux qui sont tombés pour la création du pays sont normalement et logiquement enterrés là-bas. Donc, à partir de 1830, voilà, on a le roi, on décide qu'il y a des couleurs, paf, le noir, le jaune, le rouge. Pourquoi le noir, pourquoi le jaune, pourquoi le rouge? Vous me le direz, cher ami. Et donc, ben voilà, hein, donc, nous sommes en 1830, Léopold Ier devient roi des Belges après être désigné par un gouvernement ou un parlement, ou enfin, l'assemblée qui régnait à ce moment-là. Et on décide alors déjà des couleurs du drapeau, hein, qui sont le noir, le noir, le jaune et le rouge. Il y a d'ailleurs pas longtemps d'ici, il y a eu une polémique disant que les couleurs du drapeau n'étaient pas mises dans le bon sens. De toute façon, c'est trop tard, ça fait plus de 200 ans qu'on l'utilise, donc pour moi, ça restera toujours le noir, le jaune et le rouge. Donc on décide à ce moment-là, de mettre les motifs sur le costume du Gilles en noir, jaune, rouge. D'où les feutrines qui sont comme cela. Pourquoi? Parce qu'avant 1830, vu que le Gilles existait déjà, les couleurs les gens mettaient n'importe quoi. Eh bien, on ne sait pas en fait, parce qu'on a, figurez-vous, aucune trace iconographique dans les archives de ce à quoi ressemblait le Gilles avant les premières photos. Donc les premières photos datent de 1870-1875. Et malheureusement, les archives du Hainaut ont brûlé, elles étaient conservées à Mons et elles ont brûlé en 1940. Donc il y a très peu de choses qui sont conservées. Tout ce qu'on aurait pu avoir, c'était dans les archives communales. Et malheureusement, on n'a rien retrouvé. Donc le mystère reste tout à fait irrésolu de savoir à quoi ressemblait le costume du Gilles. Mais on pense que c'était, comme je vous disais, une simple toile de lin, parce que le personnage de la Comédie dell'arte, lui, a été représenté notamment par Antoine Watteau en 1718. Et sur ce tableau, on voit le Gilles, qui est donc intitulé Gilles, avec un habit de toile de lin beige et une simple collerette. Donc il ressemblait un peu à un Pierrot en fait. Hein. Et la collerette, eh bien, elle a rencontré son succès à Binche, puisque Binche est un centre de dentelle, de confection de dentelle dès le 15e, 16e siècle. Et en même temps, on avait aussi, à Binche, c'était une ville de confectionneurs de textiles. Et donc on rencontre ici vraiment l'art du textile, d'où le fait que la sauce a pris finalement et qu'à Binche on a décidé de confectionner les costumes et on les confectionne toujours encore à l'heure actuelle. Évidemment les collerettes ne sont plus réalisées en satin et en vraie dentelle faite à la main comme à l'époque. C'est aujourd'hui du ruban de nylon plissé et de la dentelle qui est tout à fait industrielle évidemment, ou parfois
des espèces de rubans dorés, hein, comme on peut le voir là sur le costume. Voilà, et donc des bouillons. Les bouillons. Des bouillons. Nous rappelons que les bouillons ne sont pas à arracher, même dans le musée. Le bouillon ne porte pas chance. Le bouillon, c'est une dérivation des gens qui sont allés, ça c'est, je le dois à M. Kirsten, merci pour l'information, quand vous allez au carnaval, n'arrachez pas les bouillons. C'est dérivé du doudou, ça. Oui, c'est dérivé du doudou, parce que les gens arrachent les poils du doudou, ils s'en font un espèce de petit bracelet, et puis voilà, et ils viennent à Binche, et hop, on commence à tirer. D'ailleurs, même sur le mannequin, c'est ça qui est dommage, hein. Moi je vais en profiter pour le dire dans ma petite émission, ne tirez pas sur les bouillons du mannequin, quoi. Même le pauvre mannequin, il a été dépouillé, donc voilà. Ayez un petit peu de respect, mais au moins, vous savez bien que il ne faut pas tirer dessus, s'il vous plaît, ne tirez pas dessus. Donc on a les collerettes qui arrivent avec les bouillons. Ils n'ont pas tous des bouillons. Non, parfois, comme je vous disais, ils ont de la dentelle qui est aujourd'hui tout à fait industrielle. Hein. Oui, oui. Mais parce qu'à l'origine, la collerette était réalisée en satin et en dentelle. Il y en a encore certains qui, de temps en temps, sortent avec des dentelles. Des vraies dentelles, mais alors c'est vraiment précieux, puisque évidemment on a encore des dentelières à Binche qui confectionnent la dentelle de manière traditionnelle et de la dentelle contemporaine. Et donc il y a certaines courageuses qui ont réalisé notamment des collerettes pour leur Gilles, tout en dentelle faite à la main. Mais c'est évidemment des heures et des heures et des heures de travail. Alors c'était une petite comparaison avec l'Entre-Sambre-et-Meuse. Hein. Je sais bien que nous ne sommes pas dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Petite comparaison avec l'Entre-Sambre-et-Meuse. Nous avons devant les marches, devant la batterie, des sapeurs. Et c'était les filles ou les femmes des sapeurs qui, à l'époque, brodaient le tablier. Alors, ça montrait le savoir-faire de la femme, hein, bien sûr. C'était, il fallait... C'est pas moi avec mes grosses pattes qui fait des dentelles, bien sûr, hein, mais c'est un savoir-faire qui est incroyable. Et alors, elle, de par oui, de par l'art qu'elle démontrait, qu'elle faisait avec leurs petites mains, ben elle était contente de sortir avec les tabliers. Bien les tabliers, sûr. voilà. Et alors, je pense que c'était le même. Alors, vous aviez quelques courageuses dans les épouses. C'est ça. Dans les épouses, qui toute l'année brodaient un modèle différent chaque année. Et ça, c'était pour montrer que la femme avait une place prépondérante, puisque, on le rappelle aussi, dans le carnaval de Gilles, le carnaval de Binche, mais que ce soit à Binche ou que ce soit autre part, il y a toujours la femme. La femme, elle est dans les coulisses, elle est dans certains carnavals, elle est en paysanne. Chez vous, il n'y a pas de paysanne. Non. Il y a des paysans. Mais c'est en effet un acteur du carnaval Voilà. à part entière. J'ai appris qu'il y avait une école pour bourrer le Gilles. Ça, c'était magnifique. Oui. Je ne savais pas du tout que ça existait. Donc, il y a une école pour bourrer le Gilles. Et comme me dit M. Kirsten, un Gilles qui est mal bourré, il passe une mauvaise journée. Très important. Donc, et c'est vrai que la femme occupe un rôle vraiment très important. Elle forme un vrai binôme avec son Gilles, en fait, hein, puisqu'elle n'est pas seulement la personne dans l'ombre qui fait les préparatifs, etc., mais elle habille évidemment son Gilles, elle le bourre éventuellement. Il y a aussi des bourreurs professionnels qui peuvent venir à la maison. Et elle est là avec le Gilles toute la journée du Mardi Gras et elle danse à ses côtés. Donc elle n'a pas de costume ou de masque, elle a normalement un chapeau qu'elle a confectionné elle-même qui la distingue des autres personnes, des autres touristes ou non-vinchois. Et finalement elle s'amuse aussi toute la journée du Mardi Gras. Elle prend le Mardi Gras matin, elle a le masque du Gilles en main, et donc c'est elle qui lui tend son masque qui va poser sur son visage. Et la même chose l'après-midi, elle est là avec les oranges et elle recharge le panier au fur et à mesure que les oranges sont distribuées à la foule. Donc elle a un rôle très important et qui est trop souvent mis dans l'ombre. Et elle a aussi ce rôle de transmission aux générations futures. Donc c'est elle qui va apprendre le pas du Gilles à ses fils, à ses petits-fils, à ses frères, à toute la famille finalement. Donc elle est vraiment cruciale dans l'organisation du carnaval.
Et dans cette organisation de carnaval, bien sûr, bon, il y a un cahier des charges qui a été monté, hein, délivré à l'UNESCO. Donc il y a, je suppose que la place de la femme est écrite dedans. Certains en voudraient beaucoup plus, comme partout. C'est comme partout chez nous dans les marches. On voudrait voir des femmes tambours, on voudrait voir des femmes... Enfin moi personnellement, ça ne me choque pas que ma fille apprenne un instrument de musique et aille dans une Il faut pouvoir évoluer avec son temps et voilà. Les femmes arrivent à avoir leur place. Il y a notamment le groupe de Ladies qui s'est formé en 2017, donc c'est un groupe de femmes qui a demandé à sortir le lundi gras et depuis lors elles sont tout à fait admises dans la société binchoise et donc petit à petit voilà, elles se font leur place. Moi je dis toujours, il faut écouter la communauté. La voix, elle doit venir de la communauté. Si à un moment, on a les femmes binchoises elles-mêmes qui souhaitent avoir une place plus grande, eh bien, il faut les écouter. Mais pour l'instant, quand on interroge un peu les femmes à Binche, la communauté est divisée. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui sont contentes d'avoir le rôle qu'elles ont et sont conscientes de l'importance de ce rôle et ne voudraient pas en avoir un autre. Et puis, il y a d'autres femmes qui, elles, souhaiteraient avoir un autre rôle. Et donc, je pense qu'il faut simplement évoluer avec son temps. Les traditions, évidemment, elles sont basées sur un socle sacré, rituel, très ancien, très traditionnel, qui est évidemment fondé sur une société patriarcale. Et comme je vous disais, si on réfléchit au rituel, au sens du rituel, le sens vraiment profond du rituel, on comprend pourquoi c'était l'homme qui portait le masque. Parce que l'homme devait affronter des esprits qui pouvaient avoir parfois un effet néfaste. Et donc, d'un certain côté, il y avait une protection de la femme qui, elle, devait enfanter, devait pouvoir assurer l'avenir de la famille. Et donc, le sens, pourquoi les hommes portent le masque et pas les femmes, il est là. Mais bon, on est en 2021. Oui. Et voilà, il faut pouvoir écouter aussi la place des femmes qui veulent prendre, c'est normal, une place différente dans le monde actuel. Et à la fois... Elles veulent participer autrement. Autrement. Voilà. Mais bon, c'est vrai que... Mais le socle sacré bouge toujours beaucoup plus lentement qu'autre chose dans une société. Donc c'est pour ça que tout ça met beaucoup plus de temps, parce qu'on est attaché aux traditions et on a l'impression que si on change quelque chose, ça va bouleverser le sens. Mais les filles peuvent faire... Le paysan, l'arlequin, oui. Jusque 12 ans. Voilà, donc en fait, est-ce qu'elle peut faire le Gilles, habillé en Gilles, jusque 12 ans? Non, ça, pas à Binche. Pas en costume. Pas en costume. Ceci dit, il paraît qu'au 19e siècle, ouais, il y a des jeunes filles qui portaient le costume du Gilles. Mais c'est toujours lié à la puberté, c'est-à-dire que c'était ouais, en général des jeunes filles qui n'avaient pas encore de forme. Et donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que même au 19e et au 20e siècle, c'est lié à l'enfantement. Et donc ça revient à ce que je vous disais, que le port du masque dans le monde entier, on peut aller en Afrique, en Asie, en Amérique, partout, est généralement dédié aux hommes, parce qu'il y a ce lien à la fertilité, la fécondité, la protection, les esprits, etc. Et donc ce qui nous fait vraiment dire que le carnaval est un rituel païen, qui a un sens et un socle sacré. Et ce socle, on a peur d'y bouger, parce qu'on pense que si on le perturbe, ça va perturber tout le sens. Or, c'est pas spécialement vrai. Le patrimoine, il est immatériel, c'est-à-dire qu'il est vivant par excellence, et il doit bouger, sinon il se sclérose finalement. Oui, il va se figer. Il va se figer. Pour ceux qui ne savent pas, sclérose, ben, ouais, ça se fige, quoi. Et puis, à un certain moment, tout ce qui se fige, ben, des fois, ça se perd petit à petit. Donc, c'est un peu dommage. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Je ne me ferai pas beaucoup d'amis avec ça, mais voilà, il y a la place pour tout le monde. Hein, ça, c'est clair. Le soleil doit briller pour tout le monde. Et moi, oui, on ne prend pas position, on dit juste que, en fait, vraiment que ça doit venir de la communauté binchoise. C'est oui, ça qui est important. Binchois ou binchou? Binchou, évidemment. Ah. C'est que nous, en tant que, par exemple, ethnologue ici au sein du musée, on ne veut rien imposer. Vous voyez, on ne veut pas dire « Ah, il faut que ceci, ah, il faut que c'est ça ». On n'est personne pour dire ça. C'est la communauté concernée qui doit décider si elle veut, si elle accepte, si ceci, si cela.
Et je pense que dans chaque communauté, ça doit être la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la communauté se concerte. Si par exemple, il y a 90% des femmes tout d'un coup qui se disent « Ah, mais nous, on veut porter le masque », il faut quand même les écouter, parce que c'est 90% de la population. Vous voyez? Et donc, ce sont des dialogues, mais qui doivent avoir lieu au sein de la communauté et entre la communauté elle-même. Et je pense que nous, en tant que personnes extérieures, on ne peut pas prendre position en disant « Ah, il faudrait ceci ou il faudrait cela », parce qu'alors, on surimpose un sens qui n'a pas lieu d'être, et du coup... Non, mais vous faites votre travail correctement, et puis le musée n'est pas... Le musée est là pour relater l'histoire, et elle n'est pas là pour imposer l'histoire ou imposer des idées. Certains seraient contents, d'autres le seraient beaucoup moins. Ben voilà, on a une réponse claire et simple et précise. Ce sera au bon vouloir de la communauté. Et Madame Mathieu n'est pas responsable de celui qui choisira un jour ou celui qui ne choisira pas un autre jour. Nous sommes d'accord, hein? Oui. Alors, nous avons ici notre petit Gilles, hein. Donc, c'est déjà un beau petit Gilles, hein. Ça, c'est un petit Gilles qui a déjà au moins 10 ans. 10-12 ans, oui. Hein. Est-ce qu'il y a dans le musée quelque chose uniquement pour les enfants? Est-ce qu'il y a la place des enfants? Comment se développe un enfant, donc je pense même de 6 ans, au sein d'une société de Gilles? Est-ce que vous savez nous en parler, ou est-ce que je devrais aller voir une autre... Non, bien sûr, je peux vous en parler. Et évidemment, on a la place pour les enfants ici au musée. On fait beaucoup d'activités, on a des carnets de jeux, on a fait des animations pour les enfants pour qu'ils puissent aussi aborder le musée à leur manière et à leur niveau aussi scolaire, hein. Et donc, évidemment, les enfants font partie de la communauté binchoise puisque c'est la relève. C'est exactement ça. Hein, et donc, c'est très très important et c'est très beau de voir que la relève est là, justement, et que donc ces traditions, finalement, même en 2020, en 2021, ne perdent pas leur sens, et que les jeunes sont vraiment contents de pouvoir prendre cette relève. Et donc on a cette société des petits Gilles, donc on a normalement 11 sociétés, hein, qui sont donc des groupes d'à peu près entre 70 et 100, parfois 120 Gilles pour les plus grosses sociétés, et on a une société qui est juste une société de petits Gilles, donc qui est dirigée par un homme adulte, parce qu'il faut bien évidemment qu'ils puissent leur enseigner, et ce sont tous des enfants. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse, et alors c'est très beau à voir parce que dès 3 ans, dès que les enfants peuvent marcher, en fait, ils peuvent faire le Gilles. Donc il n'y a pas d'âge de départ. Il faut qu'ils soient propres. Oui, quand même. Et qu'ils aient le courage d'être 24 heures dehors et debout en train de danser. Alors il faut qu'ils soient propres, qu'ils sachent danser pendant 24 heures. Ils doivent déjà boire du champagne? Non, quand même pas. Non, et n'oubliez pas, surtout, toujours avec modération. Ne me demandez pas, Madame Mathieu, qui est modération, je ne le connais pas, mais je fais toujours en sorte qu'il y ait toujours modération quelque part. Donc, nous avons la petite info folklore à partir de 3 ans. Vous imaginez, c'est ouf. Le costume, les sabots, les sur-chaussettes là, dans le sabot. La paille. La paille, et le pas de danse aussi, et puis le ramon, donc le ramon qui est ce fagot de... On dit ramon. On dit ramon, oui. Et pas un rameau. Non, ramon. Parce que le rameau... Ah, c'est autre chose. C'est autre chose, mais oui. Je veux dire... C'est probablement un dérivé du mot. C'est un dérivé, certainement, parce que moi quand j'étais petit, on prenait un petit fagot, ça aussi, ça aurait pu être un autre dérivé, hein. Un petit fagot de branches, un peu comme ça, de boulot. Oui, c'est du boulot. Voilà. Tout à fait. Et on fait un fagot, quoi. Hein. Et alors, j'ai toujours dit, ouais, c'est des rameaux. Et un jour, j'arrive, je dis, ah, donne-moi ton rameau. Et il y en a un qui m'a disputé. Hein. Ah ouais, non, c'est un ramon. Un ramon. Et donc ça, c'est aussi un symbole très ancien. Donc on pense qu'à la base, en fait, il était beaucoup plus long et que c'était un balai.
Et c'est une constante aussi dans les carnavals. Ils balayent l'hiver. Voilà, dans les carnavals européens, on a beaucoup de sorcières avec des balais qui balayent l'hiver, qui chassent les démons. Il y a les macrales à Hermeton. Exactement. Ça, et donc on pense qu'il s'est raccourci au fur et à mesure du temps et qu'il est brandi par le Gilles et il rythme sa danse avec ça en main. Donc ça c'est le matin. Oui. Et l'après-midi, il porte plus le ramon, mais il porte le panier avec les oranges qu'il donne à la foule. Et là, à nouveau, on est dans un symbole rituel parce que c'est le don, donc au sens propre du sacrifice. Donc oui. on donne quelque chose de précieux, surtout, vous imaginez, au 19e siècle, donner des oranges qui venaient du sud de la France ou de l'Espagne. Oui, oui, oui. On donne pour recevoir en échange la bienveillance des dieux. Des dieux païens. Des dieux païens. Des dieux païens. Est-ce qu'il y a une corrélation maintenant entre dans le carnaval même, toutes les personnes habitant Binche, je parle. Oui. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu comme information, normalement, il faut habiter Binche pour faire le carnaval en Gilles à Binche. L'entité binchoise depuis au moins 5 ans. 5 ans. Ou être né à Binche. Ou être né à Binche. Imaginons, ça c'est une question que ça me trotte. Imaginons, je viens habiter 5 ans à Binche. Au bout de la 6e année, je fais le Gilles. Si je suis incorporé, bien sûr, accepté. Bon. Et puis, pour raison professionnelle, je m'en vais. Entre-temps, j'ai eu un enfant qui a été déclaré à Binche. Je m'en vais dans un autre patelin avec mon enfant. Est-ce que je peux refaire le Gilles? Ou est-ce qu'il faut que je revienne 5 ans encore pour refaire encore une fois le Gilles? C'est une bonne question. Ça, c'est une question pertinente. Pense que, oui, c'est une question pertinente et je pense que dans ces cas-là, l'association de défense du folklore, donc qui s'appelle l'ADF, va délibérer et probablement donner son accord parce que c'est des cas particuliers. J'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je ne suis pas dans l'ADF, donc je ne saurais vous répondre à votre question. On ira voir l'ADF. Non, ouais, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, là où je suis, moi personnellement, je suis un gamin de Gerpine Flash, qui est un hameau du village de Gerpine, la base des pauvres. Ça me fait la base des pauvres. Et ben voilà, il fallait, avant de prendre une place d'officier, pas marcher. Marcher, on a le droit de marcher. Mais prendre une place d'officier, donc pour commander les autres, il faut au minimum 5 ans d'ancienneté dans la marche, ou habiter le village et marcher, bien sûr, depuis 5 ans. Ah oui. Ou être natif du village et marcher dans la même compagnie pendant 5 ans. Donc on vous oblige à chaque fois de marcher 5 ans dans la compagnie. Ah oui, Moi qui fais un petit peu mon tour du folklore, pour le moment, ben voilà, je suis à ma 3e compagnie et je fais un gros coucou à toutes les compagnies dans lesquelles je suis allé. C'était vraiment excellent. Donc j'espère que ça va reprendre très très vite. J'aime bien voir un peu partout, quoi. Le but n'est pas de prendre une place de tambour-major ou une place d'officier pour commander. Je pense que ils vont y gagner en termes d'ordre, mais ils vont en perdre en termes de l'amusement, ils vont en perdre. Donc, vaut mieux pas que ça marche. Faut surtout pas que ce soit l'entrain de chef. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est ça que la question était pertinente, parce que, ben voilà, si je m'en vais habiter Bruxelles et que j'ai toujours marché, ben là, à ce moment-là, je peux quand même prendre une place d'officier. Je ne sais pas, il faut vraiment poser la question à l'ADF, voir un peu comment ils réagissent dans ces cas-là. Mais c'est vrai que le sens, en fait, c'est de pouvoir vraiment dire que ce rituel appartient à la communauté binchoise et qu'il y ait vraiment une cohésion de cette communauté autour du rituel. Et donc c'est pour ça que cette règle-là est apparue à Binche, c'est pour avoir cette cohésion, et qu'ils interdisent aussi de sortir, de faire Gilles hors des remparts, parce que justement ils veulent garder le sens rituel profond et pas que ça devienne un folklore spectacle.
voyez. Et donc c'est là le sens. Et donc j'imagine que l'ADF réfléchit aussi en fonction du passé de chaque personne. S'il a fait le Gilles pendant 20 ans et puis qu'il est parti habiter ailleurs, peut-être qu'ils font des exceptions, mais il faut vraiment leur poser la question, voir comment ils réagissent dans ces cas-là. Nous irons voir l'ADF avec une bonne petite bouteille de champagne, parce que je pense que ça se passe au champagne. Évidemment. Hein? Chez nous, ça se passe à la goutte. Hein. Toujours avec modération, attention. Hein. Mais j'irai poser la question, oui, ce sera vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et bien voilà, nous avons parlé un petit peu du costume de Gilles. Hein. J'en ai eu un paquet chez Monsieur Kirsten, qui m'a expliqué un peu comment on confectionnait, un peu comment était fait le costume. On n'a pas eu la chance de parler du masque. Alors effectivement, le masque, si moi je retire le mien, j'ai une grosse moustache, hein, donc c'est exactement la même chose. Ce masque, il est propre au socle historique de Binche. Donc il n'est pas utilisé, voire même défendu, et il n'est pas utilisable dans certains patelins. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur le masque? Et quand est-ce qu'il se porte? Quand est-ce qu'il doit être mis? Mais surtout, quand est-ce qu'il doit être retiré? Et d'où vient-il? Alors oui, exactement comme vous l'avez dit, autant les costumes sont confectionnés à Binche par les louageurs qui les louent ensuite, après Binche, ils les louent à tous les villages des alentours qui font le carnaval, autant le masque, qui est encore confectionné à Binche également, il ne peut être porté qu'à Binche. Et donc il est confectionné par une personne qui s'appelle Monsieur Jean-Luc Pourbet, et qui a retrouvé un procédé ancien, parce qu'il faut le dire, ce masque, en fait, c'était un type de masque en vogue aux environs de 1880-1900, pas seulement à Binche, mais on le voit dans des catalogues de vente de masques en Allemagne, notamment, en Suisse également, en France aussi, mais sur différents supports. Et en fait, il représente un homme bourgeois, avec donc les petites lunettes qui sont l'apanage de la bourgeoisie à l'époque, c'est-à-dire en 1900, quand on est bourgeois, on porte des lunettes. Les lunettes étaient assez chères à l'époque, hein, donc c'est pas tout le monde qui pouvait s'en offrir. Et apparaît ce masque. Alors en Suisse, on le voit par exemple sur un support en bois. À Nice, en France, on va le retrouver sur un support de grillage métallique. Et donc le visage est peint sur le grillage. Et à Binche, on ne sait pas comment, il commence à se former vers les environs de 1900 avec de la toile de coton qui est ensuite trempée dans de la cire. Donc c'est du coton ciré en fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, quand on passe au plastique, hein, dans les années 1970, à un moment donné, les usines qui confectionnaient, donc hors de Binche, plutôt en France, qui confectionnaient ces masques, vont passer au plastique. Et tout d'un coup, les bincheurs vont se dire « Ah non, non, c'est pas possible, on ne peut pas passer à des masques en plastique. » Non, parce qu'en prime, on passe d'un masque en plastique qui n'est même pas fabriqué chez nous. Voilà. Le folklore, il est ici. Le folklore, il est en Belgique. Il n'y a pas que du folklore à Binche, bien sûr, mais il y a la tradition, il y a le respect du costume. Dans notre Sambre-et-Meuse, c'est le respect des uniformes. Ici, c'est des costumes. Donc, il faut garder ce socle, ce cahier des charges que moi j'appelle. Et voilà, si on dit qu'il y avait des guêtres sur le pantalon du Gilles, ben, il y a des guêtres sur le pantalon du Gilles. C'est pas pour ça qu'on va commencer à mettre... je sais pas moi, des franges, voilà, c'est ça. Hein, je ne prends pas parti et vous ne prenez pas parti et je vais prendre la responsabilité de cette parole. Nous ne sommes pas à Alost. Hein. À Alost, c'est encore autre chose. Voilà. À Alost, ils ont un carnaval bien décalé, bien sur le côté. Qui est beaucoup plus multiple aussi. Hein. Oui, chez eux, il y a des chars. Il y a des femmes, il y a des chars. Mais c'est parce que je suis obligé de parler d'eux. Parce que dans le temps, je sais qu'ils venaient se faire louer, donc ils louaient les uniformes ici à Binche chez les louageurs, et ils ont un peu détourné cette affaire. Voilà, maintenant, chacun le prend comme il veut. Moi, personnellement, je ne fais pas le procès. Madame Mathieu ne fait pas le procès de ça non plus. Mais comme le costume, on le retrouve
pas qu'à Binche, quoi. Voilà. En Et dehors c'est de la ça qui est... frontière linguistique, on le retrouve aussi. Tout à fait. Et alors, c'est ça la particularité, comme vous dites, c'est la conservation des savoir-faire. Il faut que ça reste C'est ici. ça qui est beau à Binche et dans d'autres communes comme vous aussi, les marcheurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse. On voit la préservation de ces savoir-faire qui continuent encore aujourd'hui. Mais ça, c'est magnifique. Donc à Binche, tout est encore confectionné, les costumes, le chapeau, le masque, les sabots, tout est encore fait à Binche. Même les instruments de musique sont faits à Binche. Donc c'est ça qui est fabuleux finalement, c'est que c'est toute la communauté binchoise finalement qui participe au carnaval. Il y a encore des fabricants D'instruments. de tuba, surtout des les tambours des et l'orgue de Barbarie. Pour les tambours, on a un spécialiste qui fait aussi les tambours de l'Entre-Sambre-et-Meuse. J'ai fait un reportage la semaine passée chez un ami qui est Denis Trévis, qui fait aussi les tambours de Gilles. Ici, on a le bon. Oui, Jocelyn Le Bon. Le bon. Alors, il y a l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, le fils. Eux, c'est une institution. Ah, oui. C'est énorme, c'est merveilleux. D'ailleurs, de notre côté, pour trouver un fût le bon, il y en a qui se tapent dessus. Ah oui, j'imagine. C'est un truc de fou. Hein. Et alors, des fois, c'est vendu à des prix, je vais pas le cacher. Il y en a qui vendent des fûts parce qu'il est numéroté dans le temps. J'espère que Monsieur Lebon verra cette vidéo, s'il a envie, s'il veut bien m'en faire un, je lui prends tout de suite. Mais il est numéroté. Alors, moi, j'ai joué sur un Lebon avec 2 numéros. Puis j'ai joué sur un Lebon qui avait 3 numéros. Et après, j'ai joué sur un Lebon qui appartenait à mon frère, qui portait, pour les marches, c'était chouette, il portait le numéro 1815. Ah, c'était magnifique, c'est ça. C'était excellent, ça. Et c'était un Lebon, j'avais le 1815. C'était, il allait. Mais c'est des fûts qui vont comme des horloges, quoi. Donc il y a le savoir-faire de l'instrument. À Binche, il y a le savoir-faire du masque. Monsieur Pourbet. Voilà. C'est ça, qui a eu, il n'y a pas longtemps, il a eu un petit sinistre. Oui, le pauvre, il a eu pas mal de sinistres. J'espère pour lui que ça... Ça va, ça reprend, il reprend, et son petit-fils maintenant reprend la confection aussi des masques pour l'aider, parce que c'est vrai que tout repose sur ses épaules. Donc c'est aussi le danger des savoir-faire, c'est que si la relève n'est pas là, certains savoir-faire peuvent disparaître en fait pour pas grand-chose du jour au lendemain. D'où pourquoi au musée, vous avez des ateliers oui. dans lesquels vous apprenez à peut-être confectionner un masque. Tout à fait. Le masque, pas vraiment, parce que c'est vraiment quelque chose, on ne voudrait pas que tout le monde commence à le copier, mais par contre on fait des ateliers pour apprendre à jouer du tambour, et des choses comme ça, et des ateliers de couture. Mais c'est vrai que le masque, il n'y a rien à faire, il est protégé aussi. C'est protégé. Il a été déposé, le brevet a été déposé à La Haye en 1985 et depuis lors, en fait, on ne peut pas copier le masque. Maintenant, on fait pour les enfants, par exemple, des masques en carton où ils s'amusent à colorier, etc., pour leur apprendre. Oui, bien sûr, différentes choses. Le musée ne fait pas de la copie. Hein, on n'a pas attendu, les gens n'ont pas attendu le musée pour faire de la copie. Hein. Il suffit d'avoir, je vais un peu faire la stigmatisation, mais je les embrasse fortement et j'espère pour eux que ça ira toujours bien. C'est des gens super. Un quart de chinois, comme on dit toujours, hein, ça c'est le gros quoi. Un quart de chinois qui arrive, ils font 40 000 photos. Demain, vous retrouvez des masques à Shenzhen, voilà, en vente à 0,5 centimes sur des histoires comme. Sur des grands, on va rien dire, sur des grands sites de vente en ligne qui, des fois, vous délivrent pas toujours ce que vous avez envie. Essayez de rester dans la région. Il vous faut des sabots. Mais ça, c'est difficile, les sabots. Les sabots. Je pense qu'il ne reste plus qu'un seul sabotier. Oui, en fait, il y a au Floch, donc c'est Lucie Brichot, qui garnit les sabots. Elle les achète probablement en Flandre, on suppose, mais elle garde ses secrets bien cachés et elle les garnit, comme on voit avec les éléments là, en ruban de nylon plissé. Et alors, depuis quelques années, on a Xavier Accardio, donc, qui est un menuisier qui tient la boiserie binchoise, qui a recommencé à faire les sabots lui-même. Et donc ça, c'est extraordinaire, parce que probablement qu'on les faisait à l'origine à Binche, les sabots. Oui, hein. Et puis, de nouveau, le savoir-faire s'en est allé. Et maintenant, il revient
grâce à cette personne qui a voulu les reconfectionner de A à Z dans sa menuiserie, quoi. Il y avait le sabotier qui faisait des sabots pour aller dans le jardin, hein, parce qu'il y avait des formes différentes. Hein. Il y a des sabots pour aller dans le jardin, il y a des sabots pour aller en ville. Il y en a même qui se sont battus pendant les campagnes napoléoniennes en sabots. Ça, c'est un truc de fou. Quand je vois en reconstitution, il y en a qui sont en sabots, qui se sont tapés 300 km en sabots. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant, franchement. Donc, voilà, hein, monsieur Xavier, je viendrai certainement pour un 48. Donc, imaginez la taille de la bûche un petit peu. Et donc, pour revenir au masque aussi, ce qui est impressionnant, c'est que vous me posiez la question évidemment du moment, hein, de quand il est porté. Et alors, je vais vous en parler tout de suite, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est impressionnant, c'est que le Mardi Gras à Binche, c'est 1000 Gilles à peu près qui portent le même masque. Hein. Et donc tout disparaît, donc les cheveux évidemment disparaissent puisque le Gilles porte un bonnet blanc. Oui. Donc l'identité vraiment de la personne disparaît. Et ça c'est incroyable parce que c'est le pouvoir du masque. Il n'y a plus de juges, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches, il n'y a plus d'intermittents, il n'y a plus de... Voilà, exactement. Tout le monde est le même. Ça c'est la même chose de mon côté, c'est que le jour de la marche, celui qui a économisé un petit peu plus toute l'année ou quoi que ce soit, et qui n'a pas les différences sont... Voilà, il n'y a pas de différence, tout le monde est le même. Exactement. Tout le monde est le même. Et c'est le pouvoir du masque qu'on voit tous maintenant avec le masque sanitaire, c'est aussi que le masque transforme la personne. Bon, ici, le masque sanitaire, on aperçoit encore le regard, mais... Vous êtes parfaite. Le masque de Gilles, merci. Le masque de Gilles fait disparaître complètement l'identité de la personne. Et donc on se retrouve face à ces 1000 Gilles qui portent le masque donc le mardi matin. Donc au petit matin, en fait, le Gilles est ramassé par petits groupes. Ramassé, ça veut dire que le tambour vient le chercher sur le pas de sa maison, et on a évidemment le fifre qui l'accompagne. Et à partir de ce moment-là, en fait, le Gilles, pendant 24 heures, ne va plus lâcher son tambour. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, le sens aussi très rituel de ce carnaval. C'est que le Gilles forme avec son tambour un binôme. Et d'ailleurs, quand il quitte sa société, par exemple, pour aller dire bonjour à quelqu'un, pour aller aux toilettes, pour aller boire un verre ou quoi, il ne peut pas le quitter seul. Il doit toujours quitter sa société accompagné d'un tambour. Et donc pour moi, ça c'est le sens rituel, chamanique presque, et même de transe, hein, parce que 24 heures au son des tambours, on est vraiment transporté dans une autre dimension. Et le tambour est là tout le Mardi Gras, et ce n'est que l'après-midi que les cuivres rentrent en ligne de compte. Oui. Et donc on voit vraiment ce tambour qui est incroyable, et donc le Gilles est ramassé. Donc c'est-à-dire que par petits groupes, ils se forment, hein, ces petits groupes. Ils vont souvent de l'extérieur. Voilà. Vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Et donc il danse dans les rues, et à ce moment-là, il met son masque. En général, donc c'est la femme, son épouse, sa compagne, sa maman, etc. qui est là, qui lui tend le masque. Il le met, et à partir de ce moment-là, l'identité disparaît. Et alors là, il danse, et il se rapproche, comme vous dites, vers le centre de la ville, et il arrive sur la grande place. Entre-temps, il s'est arrêté dans son local, il a déjeuné aux huîtres et au champagne. Avec modération. Avec modération, parce qu'il ne peut pas être ivre, attention. Hein, donc, il doit quand même. Un Gilles qui est mal bourré, quand même. Dans son... un Gilles mal bourré. Mon jeu de mots. Et donc, quand il arrive sur la grande place, en fait, il retrouve sa société, et par société, ils font un grand rondeau, c'est-à-dire qu'ils se tiennent par la main dans une ronde qui symbolise évidemment la fraternité, le côté unitaire, hein, de la communauté. Ils dansent au son des tambours, et puis par société, ils rentrent dans l'hôtel de ville, où chaque société est reçue à tour de rôle. C'est magnifique, c'est un moment magique, parce que ça résonne dans cet hôtel de ville, et les sabots et les tambours... J'ai eu la chance de le faire l'année passée. Ça donne des frissons. Et magnifique. Donc là, le bourgmestre reçoit chaque société à tour de rôle, et il distribue des médailles aux jubilaires, donc c'est-à-dire les Gilles qui ont à partir de 25 ans, et puis c'est 35, et puis après c'est chaque 5 années, des médailles. Et donc voilà, et après ils ressortent, et normalement on est à peu près entre 11h et midi. Donc les sociétés vont manger en fait. Tout ça, ils jouent l'avant-dîner, hein, voilà, tout ce qu'on appelle l'avant-dîner. Tout l'avant-dîner. Et puis sur le temps de midi, ils rentrent chez eux faire un petit break manger. Mais ils gardent évidemment bien leur costume. Ils mangent en général en famille. Et puis l'après-midi, ils
il enlève son masque, évidemment, et l'après-midi, il n'a plus le masque, mais il a le chapeau. Uniquement. Uniquement. S'il ne fait pas humide. Oui, s'il ne pleut pas. S'il ne pleut pas, parce que refaire un chapeau entier, ça prend 15 jours par chapeau. Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres, ça doit certainement être la même chose pour les autres louageurs, mais un chapeau qui sort et qui a l'humidité, déjà il faut 20 plumes pour faire une seule grande plume, minimum 20 plumes. Minimum. Et après, il faut tout friser. Tout frisé à la main, donc ce sont des plumes d'autruche qui viennent d'Afrique du Sud. On ne tue pas la bête, bien sûr, pour avoir... ça aussi, je suis obligé de le dire, parce qu'il y en a qui pensent à n'importe quoi. On ne tue pas la bête pour manger du steak d'autruche et prendre les plumes. Une plume, c'est une production épidermique, ce qui veut dire que c'est exactement la même chose que vos ongles. C'est la même chose pour une poule, c'est la même chose pour les cornes d'une vache. Ce n'est pas la même chose pour un bois de serre, parce que le bois de serre, c'est encore une autre production, c'est une production osseuse. Donc on parle bien d'une production épidermique. Quand vous vous rongez les ongles, hein, ça vous fait pas mal. Enfin, du moins, si vous ne mangez pas le doigt. Donc, c'est ça. On retire une plume, mais il y en a une autre qui pousse, quoi. Donc, surtout, voilà, on n'abat pas des autruches pour faire des chapeaux de Gilles. Je voulais le signaler. Nous ne sommes pas des barbares. Le folklore est le folklore. Mais voilà, il y a quand même une décence. Ce sont les prêtres du carnaval. C'est la même chose chez nous en Entre-Sambre-et-Meuse. On ne tue pas les autruches pour faire les plumes des tambours-majors. Hein, ben non, elles viennent, elles tombent. Des fois, c'est des mues, des fois... Donc voilà, une production épidermique. C'est la même chose que vos ongles. Voilà. Merci. Et donc, ce qu'il faut de nouveau dire, c'est que ce chapeau, il a été fixé à nouveau vers la fin du 19e siècle, vers 1860-1870, et que donc, à l'époque, vous imaginez le coût de ces plumes d'autruche qui venaient d'Afrique du Sud, et qui étaient acheminées, et donc on a l'installation du chemin de fer ici à Binche en 1857, qui permet l'acheminement évidemment de ce type de matériaux. Mais le coût d'un chapeau à l'époque, ça devait être quelque chose d'assez impressionnant. Ça l'est encore à l'époque d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que les transports aujourd'hui sont quand même un peu plus faciles. J'ai eu une petite info là-dessus. Donc il y a le... Je ne sais pas combien coûte une location pour Un costume, un costume. Je pense que c'est entre 120, 150, 200, c'est normal. Quand on voit le travail, c'est tout à fait normal. Mais c'est là qu'on se dit, on sait qu'il y en a un qui est un petit peu plus dans son portefeuille que l'autre, parce qu'il y en a qui prennent des chapeaux systématiquement, même s'il pleut, ils se disent toujours, ah ben on ne sait jamais que pendant 1 heure je vais le mettre. Ah oui, c'est ça. Mais oui. rien que le chapeau en lui-même, ah oui, mais c'est le prix du costume. Oui, tout à fait, la location du Donc chapeau. il faut 2 fois. Un achat de chapeaux, parce que nous on en achète pour les présenter dans le musée, un chapeau dans sa valeur d'achat, ça vaut à peu près 2000 à 2500 euros. Oui, c'est normal. Donc vous voyez, c'est Ils normal. n'ont pas tous la même forme le temps de travail. louageur à louageur. Voilà, exactement. Ils ont les Ça, détails en fait aussi de décoration sur la buse du chapeau qui varient entre les louageurs. Donc c'est bien les louageurs qui font les costumes et qui font aussi les chapeaux et qui font aussi l'appertintail. L'appertintail qui est démonté, les cloches sont récurées, ça c'est un truc peut-être de fou, donc elles sont démontées, récurées, l'ancien appertintail, donc ce que l'on peut voir dans la ceinture, les laines jaunes et rouges, heureusement que je ne suis pas daltonien, hein, j'allais dire vert et bleu, c'est terrible hein, ça, mais elles sont démontées, elles sont remises à l'intérieur, et c'est là qu'intervient non pas le travail de tailleur, mais aussi le travail de bourrelier, tout à fait, parce qu'il y a du cuir là-dessus. Donc on fait travailler 3-4 corps de métier différents. Oui, alors la paille, il il faut de la bonne paille, excellent. Donc ça c'est les fermiers. Après vous avez les tailleurs, ça fait déjà 2 corps de métier. Le menuisier. Puis vous avez le menuisier, le sabotier. Puis vous avez le... Comment appelle-t-on un fabricant de masques? Un facteur de masque. Un facteur de masques. Oui. Un phobiposte. Un facteur de masques. Non, je déconne. Un facteur de masques. C'est une bonne info. Donc, puis il y a le travail qui est aussi celui du
La personne qui fait les ramons aussi, donc, qui est encore une autre personne. Ça, c'est un métier bien spécifique pour le carnaval. Mais je veux dire, celui qui fabrique les cloches, les cloches, le gros lot, ce sont à l'époque, c'était des chaudronniers. Oui, aussi. Des chaudronniers. Donc, pour faire un costume, il fallait faire travailler 4, 5 corps, voire 6 corps de métiers différents. Il y avait les paniers en osier aussi. Donc à l'osier qu'il fallait tresser. C'était toute une école. Oui. Maintenant, bon, certains beaucoup arrivent de... Oui, là, les paniers ne sont plus fabriqués à Binche, ils arrivent de Flandre. Mais c'est pas parce qu'ils sont de Flandre qu'ils sont de mauvaise qualité, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui, vous ici au musée, ben, je suppose que vous expliquez, et vous avez un atelier exprès pour ça. Bien sûr, pour comprendre. Et donc la toile du costume, elle vient de Flandre, c'est une toile de lin qui vient de Flandre. Je sais aussi que les cloches, ça devient très difficile de s'en fournir des bonnes. Et il se fournit en France, le louageur pour les cloches. Oui, hein. D'ailleurs, la même chose pour le galon. Oui. Ici sur le gil, je vois que c'est du petit galon doré. Oui. Alors sur le dessus, c'est des bouillons. Alors le bouillon, on peut en trouver en Chine. Hein. Ça c'est, voilà, ça ne tient pas une pluie. Hein. Je vous dis, une fois qu'il y a une pluie, c'est mort. Hein. Me racontait aussi la difficulté de trouver des laines qui ne déteignent pas sur le costume. Effectivement, parce qu'avant, il y avait des procédés pour teindre qui étaient extrêmement bons. D'ailleurs, on le retrouve sur les drapeaux, les drapeaux napoléoniens qui allaient à la guerre, sous la pluie, dans la boue, qui résistaient à tout, qui ne dégoulinaient pas. Et maintenant, on achète un drapeau pour chez nous, enfin pour chez moi dans notre Sambre-et-Meuse, un drapeau, on vous demande des fois 5, 6 000 euros, et on vous dit, la première chose qu'on vous dit, hein, s'il pleut dessus, c'est plus garanti. Alors, voilà, ici on se retrouve dans quelque chose que vaut mieux que ce soit de qualité. Et les galons, ça vient de France, et c'est une excusez-moi, hein, c'est une fabrique qui les prépare pour l'armée française. Donc, on a vraiment de la qualité de chez qualité. C'est encore du galon, des bouillons qui sont faits dans une qualité, dans un respect, dans un cahier des charges de tradition militaire qui est vendu ici, qui est vendu le même pour les marches folkloriques de notre Sambre-et-Meuse. Il faut savoir que chez Madame Simons et chez Madame Simons et Monsieur Simons, Fabienne et Philippe que j'embrasse, et chez Tiffany et Mélodie Guyot à Tarsienne que j'embrasse aussi, les galons, si vous achetez celui qui décide de faire son costume avec du truc qui vient des fois, il y a des pays où vous vendrez n'importe quoi, mais voilà, ça ne va pas tenir. C'est ça qui est malheureux. Exactement. Ça va créer un marché, brouf, et les gens vont se diriger vers le moins cher, et au final, ils vont avoir leur costume. La feutrine va devenir pas couler sur l'autre feutrine, et puis les guettes vont devenir... parce que les guettes, ça, ils changent tous les ans. Hein. Ça, c'est... c'est très vite ça. Là. Autant avec le chapeau, on ne sort pas s'il pleut, autant s'il pleut, le Gilles, il sort quand même en costume, donc son costume doit pouvoir tenir le coup sous la pluie pendant 24 heures. Quoi. Et une paille d'une qualité extrêmement rare. Hein. Oui. Je l'ai eu en main, je fais où est-ce qu'elle est la poussière. Ah oui, c'est impressionnant. Il y a toujours un peu de poussière, bien sûr. Hein. Mais... il y a 3 et alors l'art de bourrer dont vous parliez tout à l'heure, c'est vrai que le fait de bourrer le Gilles avec la paille, c'est tout un art parce qu'en fait il faut bâtir des torquettes et bâtir une structure, hein, avec vraiment il y a une méthode très particulière et qui est très importante parce qu'il faut penser que le Gilles il est parti pour 24 heures. Ouais. Donc s'il a le moindre brin de paille qui lui pique dans la chemise, le pauvre, pendant 24 heures il vit l'enfer, quoi. Donc il faut vraiment cette structure de bâtissage qui demande des cours, etc., un apprentissage particulier et une méthode de travail vraiment concentrée quand on bourre le Gilles. Et un Gilles bien bourré, il passe une bonne journée. Eh bien voilà, je vous remercie d'avoir pris votre temps pour nous expliquer un peu
le costume du Gilles. Mais merci à vous. Je sais qu'il y en aura encore, on pourra encore en parler. On pourrait parler encore pendant des heures. Pendant des heures et des heures. Mais n'hésitez pas surtout à venir voir le musée, parce qu'il y a tellement de choses encore à découvrir. Oui. À entendre, à sentir. C'est une expérience aussi immersive qu'on offre ici. Donc il y a notamment des films qu'on peut voir avec des lunettes de réalité augmentée, des sons, des odeurs, il y a plein de choses à découvrir dans cette section. Vous m'avez expliqué, vous faites une immersion au tambour. Vous avez des professeurs de tambour qui viennent quand ils ont le temps? Oui, dont notamment Paul Canard, que vous connaissez très bien, il me semble. Ah, je le connais, mais... Alors, je le connais parce que je suis allé chez lui, à son école de tambour, et je ne le connais pas plus. Par contre, je peux vous dire que la personne est comme ça. Pas une feuille de cigarette aurait passé entre mes fesses. J'étais hyper stressé. Je me suis retrouvé devant Monsieur Canard. Je ne saurais même pas dire Paul. C'est terrible. Tant qu'il ne va pas me dire lui-même, tu peux m'appeler Paul, je vais rester à dire Monsieur Canard. Il a une autorité naturelle. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, quand moi je donne cours, voilà, je dis, les mecs, allez, tranquille, allez-y. Mais c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait du respect. Et il m'a expliqué ce respect qu'il demande. Mais je viens peut-être d'une génération où ben voilà, c'est Monsieur Canard, c'est un monstre pour moi dans les tambours, c'est un monstre sacré du carnaval. Il y en a eu avant lui, et il y en aura aussi après lui. Tant mieux d'ailleurs qu'ils perpétueront cette tradition. D'ailleurs, son fils Mathieu, donne des cours, oui, aussi. Qui s'occupe des adultes. Voilà. Un peu plus des adultes. Mais c'est vrai qu'il a une aura. Oui, tout à fait. J'en étais très fier. J'en étais très fier. Donc voilà, le respect doit être inculqué. Et ici, dans votre musée, vous inculquez le respect. Et c'est aussi une des valeurs du carnaval. C'est qu'on ne fait pas le carnaval pour s'en foutre plein la besace. On fait le carnaval d'une façon, pour une certaine raison. Et voilà, et tout le monde est en joie, tout le monde est en liesse. Chacun fait son carnaval, comme il l'entend, bien sûr. Mais il y a des règles à respecter. Ça ne vous empêche pas d'aller dans votre famille, je dis, faire ce que vous voulez, mais une fois que vous êtes dans le groupe, une fois que vous êtes avec les gens, ou même les personnes qui viennent voir et qui sont sur la place, ben voilà, le Gilles, il vous respecte, mais il faut aussi respecter une Gilles. Alors, ne ramassez pas des oranges quand éclatées pour leur renvoyer dessus. Ça c'est déjà vu, c'est pas bien, ça sert à rien, et c'est pas, ça porte pas chance, quoi. Donc en plus ça fait très mal quand les Gilles sont pas contents. Ça fait très mal. C'est un cadeau qu'il faut respecter et accepter. Eh ben on le respectera. Voilà. On le respectera. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous. Le musée, il est ouvert depuis 1975. Depuis 1975 ici. Oui. Je suis venu honte à moi, je suis venu une fois quand j'étais gamin, c'est dingue hein, ça. Et donc on a évidemment la section ici dédiée au carnaval de Binche, et puis on a une autre section permanente qui est dédiée, elle, au masque du monde, où vous pouvez découvrir les rituels africains, asiatiques, australiens, donc c'est l'occasion aussi de voyager. Et puis on fait aussi évidemment des expositions temporaires, donc il y a beaucoup de choses à voir. Et évidemment la période du carnaval ici va être intense pour nous, puisqu'on va proposer des week-ends thématiques pour découvrir le carnaval autrement, puisqu'il n'a pas lieu cette année. Vous avez une petite section de masques Covid? On n'a plus. On a fait une petite exposition entre juin et août, vous en avez un très beau et choix. Confectionné avec les tissus, les feutrines du costume de Gilles. Magnifique. Ça, c'est magnifique. Non, en fait, c'est vrai que c'était très intéressant pour nous de rebondir. Autant on expose des masques rituels dans notre musée, autant ici, parler du masque sanitaire, qui est un masque profane, du coup, était très intéressant pour nous, puisqu'on remarque que finalement, ça fait le même effet qu'un masque. Porter un masque, de toute façon, ça altère, notre perception du monde, le souffle qui est altéré, etc., et la perception de l'autre.
Donc, et on se sent aussi différent sous le masque. Donc c'est tout ce jeu que le masque induit qui nous intéresse et qu'on a pu aborder à travers une petite exposition qu'on a faite sur des masques sanitaires entre juin et août dernier. Et puis voilà, il était temps après de rebondir sur autre chose. Mais c'est en effet tout à fait un thème d'actualité et qui nous concerne tous. Et donc on se rend tous compte de ce que ça fait de porter un masque. C'est une page d'histoire. Le carnaval est arrêté. C'est sûr. Ça ne s'est plus fait depuis combien de temps? Depuis la guerre. Depuis la guerre, oui. Et même pendant la guerre, ils arrivaient toujours à trouver des moyens quand même. Il y a toujours eu des résistants du carnaval. Oui, c'est ça. Donc ici, arrêter complètement, c'est vraiment incroyable. Comme vous dites, ça fait date dans l'histoire. Hein. Donc il y aura, on se souviendra. je vous le dis, vous l'avez arrêté, mais un jour ça reviendra. Vous aurez certainement un petit encadre avec... voilà, en 2020, nous avons pu faire... Parce qu'en 2020, j'ai eu la chance de rentrer... Je sors la grosse caisse pour la première fois. Oui. J'arrive à la commune pour la première fois. J'explique ça à M. Canard. Il me dit « Ah bah t'as eu de la chance, attends, parce que tout le monde ne rentre pas à la commune. » C'est vrai. Ah bah donc j'ai... Parfait. Oui, la chance. Parfait. Donc c'était vraiment top. Les ouvertures chez vous se font... Du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche. On est juste fermé le lundi. Mardi au vendredi de 9h30 à 17h et le samedi dimanche de 10h30 à 17h. Voilà. Toute l'année. Si on veut vous aider ou vous contacter, on va sur le site... Site internet www.musedumas.be, Facebook, Instagram. On est sur les réseaux sociaux aussi. Vous passez un petit coup de fil, ça va bien aussi. Ben voilà, ben écoutez, on vous remercie. Merci à vous, au plaisir surtout de vous accueillir au musée, de vous voir nombreux, de venir découvrir ici nos trésors. Mais je reviendrai avec mon épouse. Ah, très bien. Avec mon épouse et les deux petits, parce que c'est des fans de carnaval, ils sont... D'ailleurs, je vais repartir ici dans la voiture, je suis obligé de leur mettre au moins les 26 airs, parce qu'il y a des airs de fantaisie, et ça, on n'en a pas parlé, mais je ferai une vidéo avec une musique qui nous expliquera un peu quelques airs. Certains sont jouables à Binche, et d'autres ne le sont malheureusement pas, malgré qu'il y a des beaux airs, il ne faut pas se le cacher, mais là aussi il y a des particularités. Donc voilà, on vous fait un gros bisou, surtout prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi ce Radio Folklore. À très bientôt, Madame Mathieu. À bientôt. À très bientôt, un grand merci. Au revoir, salut, ciao.